Leila Touaini, Le Nahar est le plus vieux journal arabophone au Liban et connaît depuis plusieurs années maintenant des difficultés financières. Il était longtemps édité à plus de 50 000 exemplaires. On sait tous que les chiffres au Liban ne sont malheureusement pas très fiables, mais c'est une estimation. Qu'en est-il de la situation actuelle, déjà en termes de distribution? Et pouvez-vous nous décrire également la situation du site, des abonnements en ligne? Le journal papier, maintenant, on est entre 15 et 20 000 copies, ça dépend de la situation du pays. S'il y a un événement et que les gens s'intéressent à acheter ou non, mais bien sûr que c'est beaucoup moins qu'avant. Les temps ont changé et c'est pour cela que ça fait 2-3 ans qu'on est en train de faire, qu'on a complètement changé tout le concept et qu'on n'a plus juste le journal comme édition, mais on est devenu annahar.com, un website qui couvre toutes les nouvelles 24 heures sur 24 et c'est tout un concept qui a changé. On n'est plus aujourd'hui, on ne peut plus attendre le lendemain pour avoir les nouvelles. Et c'était très difficile parce qu'encore ici dans la région, les gens ne sont pas habitués à changer, à cette transformation. Même les journalistes ne sont pas habitués à cette transformation et ce changement. Ça prend beaucoup de temps. Il y a plusieurs générations. La génération du web qui est habituée à travailler au stress, à s'assurer de la nouvelle, et les autres générations qui sont habituées à écrire un papier, un éditorial ou un reportage chaque 1 ou 2 jours. Donc tout ce changement et d'avoir une seule newsroom n'est pas du tout facile. Et avec la crise maintenant, comme on le sait, il y a les publicités qui sont moins 80%, les ventes. Et comme le disait, oui, partout dans le monde aussi, il y a beaucoup de gens qui aident, on a des abonnements et il y a des gens qui parfois aident les journaux. Donc tout cela a changé et c'est pour ça qu'il faut faire un cut cost. On fait face à beaucoup de problèmes, mais c'est vrai que ce n'est pas la mort du journal, non, c'est un concept différent. Ce n'est plus le papier qui est l'essentiel, c'est l'information, le contenu. On fait face aussi, comme le disait monsieur, sur les réseaux sociaux, le Facebook, Twitter. La nouvelle arrive d'abord sur Twitter et Facebook, puis sur notre portable, puis sur notre ordinateur. Donc c'est tout un changement, il faut s'adapter. On doit créer tout le temps des contenus, même avec avec la publicité, c'est un nouveau concept. C'est comment écrire ou leur donner un contenu qui leur plaît. C'est un travail différent aussi que dans le temps où juste ils mettent la publicité. Donc c'est tout un changement qui n'est pas très facile pour notre région et pour le Liban. Ça fait 2-3 ans que le Nahar essaye et on est en changement. Alors justement, les résultats, est-ce qu'ils sont jusque-là probants? Est-ce que cette transition que vous avez amorcée commence à à porter ses fruits? Oui, on est bon, vous m'avez demandé, j'ai oublié de vous répondre, qu'on est maintenant à peu près entre 2,5 à 3 millions de uniques visiteurs par mois, ce qui est très bien pour le Liban. On essaie autant que possible de donner le contenu, de travailler sur notre contenu et non pas seulement d'avoir des papiers vite faits, mais de voir aussi le plus qu'on peut donner aux lecteurs. Et c'est vrai que aussi c'est beaucoup plus de travail. Les gens pensent que c'est beaucoup moins de travail et que ce n'est plus du sérieux. Au fait, non. C'est même les journalistes qui travaillent maintenant dans le web, c'est un travail beaucoup plus stressant et plus difficile. Et il faut tout le temps donner tout le temps écrire et donner des articles à longueur de journée. Avant le journal, on savait combien de pages et qu'est-ce qu'il fallait mettre, la maquette. Et c'était beaucoup plus facile que ces temps-là. Et est-ce que ces visiteurs, est-ce qu'ils payent pour lire les articles ou tout est gratuit? Et j'ai envie de dire, de vous poser cette question, les recettes générées finalement par la plateforme numérique, est-ce qu'elles sont suffisantes pour couvrir les coûts et pour combler le déficit du journal papier? Non, c'est maintenant en janvier qu'on commence notre nouveau design avec une plateforme payante pour commencer à introduire. Et je ne sais pas combien ça va marcher.
avec la mentalité libanaise et on a beaucoup de réseaux et on a beaucoup de websites qui ne sont pas payants, qui donnent des nouvelles, qui donnent des nouvelles. Donc, on essaye de travailler ce concept et d'essayer et de faire aussi passer le message aux gens que ce modèle payant n'est non seulement juste aussi pour payer, mais aussi pour encourager le journalisme à continuer. Le Guardian avait fait ça, c'est un modèle payant, ils disent payer $50 pour encourager le journalisme. Et c'est ce que les lecteurs doivent comprendre. Pour encourager le journalisme, il faut payer, parce que aussi ce sont des gens qui sont en train de travailler pour donner le meilleur. D'accord. Alors, une question justement plutôt globale, pas sur le Nahar. Mais évidemment vous êtes concerné. Après le Daily Star il y a quelques années, à Safir il y a quelques mois, tous les deux sauvés in extremis. Le Mustaqbal qui a licencié récemment 51 employés, sans parler de la chaîne éponyme qui ne paye pas ses employés depuis un an maintenant. L'Akhbar qui a apparemment également licencié une dizaine de ses employés. Alors, il y a des informations dans les médias locaux qui disent que le Nahar n'aurait déjà pas payé ses employés depuis plusieurs mois, et en même temps qu'il y a un plan de licenciement d'une centaine d'employés sur les 170 ou 169 plus précisément que compte le journal à l'heure actuelle. Alors d'abord, qu'en est-il réellement? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs dans ce pays, donc on aimerait vous écouter nous dire la vraie version des choses. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites pour pallier ce déséquilibre financier et éviter un effondrement finalement du plus vieux journal du pays? Oui, il y a une crise et là je salue tous les journalistes, ça fait 1 an qu'ils sont sans salaire et c'est très difficile et c'est grâce à eux que le journal continue. Je dois les saluer vraiment. Et c'est pour cela qu'on est en train de refaire un code cause, de travailler. C'est pour ça que je suis en train de faire une seule newsroom pour avoir les journalistes qui sont prêts à travailler avec la nouvelle méthode, la nouvelle façon de s'adapter. Parce que malheureusement, aujourd'hui, un journaliste qui travaille un reportage par semaine ne peut plus nous aider. On ne peut pas accepter ça. C'est un travail de tous les jours, de 24 heures, de stress, de responsabilité. La mentalité a changé. On est en train de donner une chance à tout le monde. On a travaillé ça sur plusieurs étapes. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur ça. Mais malheureusement, les journalistes qui n'ont pas pu, on est en train de changer la façon de travail. Si ce sont des éditorialistes ou des gens qui ne peuvent donner qu'un seul article, peut-être le prendre par freelance est beaucoup mieux que de le garder en tant que journaliste, parce qu'on a besoin de journalistes qui travaillent à longueur de journée et qui puissent être prêts à ce stress-là, que d'autres ne sont pas encore habitués. Et qu'il y a d'autres aussi journalistes qui sont encore habitués au papier, que nous, non, pour travailler un article profond, il nous faut 5 à 6 jours. Je veux bien, mais malheureusement, c'est ce qui a changé, c'est tout un monde qui a changé, c'est toute une façon de penser qui a changé. Et même le contenu, on est en train de donner un contenu vidéo, on est en train de donner un contenu écrit, la photo, tout a changé. Donc c'est pour cela qu'on est en train de faire ce changement. Très bien. Neila, juste une question par rapport justement aux causes. Vous étiez en train de tout à l'heure d'évoquer cette question. Vous avez parlé de la baisse des recettes publicitaires. Mais au-delà de la baisse de ces recettes, est-ce que la baisse du sponsorship de certaines puissances régionales a également affecté finalement la situation de la presse écrite au Liban? Est-ce qu'on peut dire aussi que le désengagement des nouvelles générations pèse un peu dans la balance? À votre avis, je veux dire, à part la révolution digitale, à part la baisse conjoncturelle des recettes publicitaires liées à la situation politique et économique du pays et de la région, dans quelle mesure l'appui apporté par les puissances régionales qui, par exemple, durant la guerre, finançaient assez massivement la presse, la guerre du Liban, la presse locale. Ça veut dire que, par exemple, la Libye de Muammar al-Kadhafi, l'Irak de Saddam Hussein, la Syrie de Hafez al-Assad, l'OLP de Yasser Arafat, tous étaient impliqués dans ce conflit entre 1975 et 1990 et finançaient la presse. Les choses ont évolué après la guerre, mais il y a toujours eu cet appui de la part de pays arabes. Alors, qu'en est-il
Qu'en pensez-vous justement? Oui, parce qu'avant, on était peu, il y avait peu de journaux et de presse qui étaient libres et qui exprimaient et qui avaient cette liberté comme le Nord, je parle depuis longtemps. Maintenant, tout a changé. Tout le monde, tous les pays ont leurs journaux. Dans le monde arabe, il y a beaucoup de journaux qui sont à des niveaux même beaucoup plus poussés peut-être, parce que bon, il y a aussi les publicités, il y a l'argent, il y a tout qui permet d'avoir beaucoup plus de technologie, beaucoup plus ils sont beaucoup plus à l'aise. Oui, les temps ont changé, tout a changé, et c'est pour ça que voilà, on fait face et on va tout faire pour que le Nahar puisse continuer et pour que le journalisme puisse continuer et d'avoir tout le temps un journalisme libre. Le Nahar a payé beaucoup de prix, plusieurs ont été tués et on va tout faire pour ne pas que cette institution ferme ses portes et pour pouvoir continuer avec cette nouvelle génération et ce nouveau concept. Et bon, de tout temps, on a essayé d'être moderne. C'est ce qu'on essaie de faire et de rénover tout le temps. D'accord, merci. Frédéric Picard, je reviens vers vous concernant justement cette révolution digitale, l'émergence surtout des réseaux sociaux. Alors, j'aimerais que vous, en tant que patron de la tranche horaire de 15h jusqu'à 1h du matin, vous étiez en charge de couvrir en direct les attentats du 13 novembre à Paris, mais aussi l'attentat du 14 juillet à Nice, parmi d'autres événements majeurs qu'a connu la France durant ces 2 dernières années. Quel a été le rôle des réseaux sociaux dans la couverture de ces événements, mais quels ont été surtout, et c'est sur ce point que j'aimerais que vous mettiez l'accent, les limites de ces nouvelles plateformes dans le relais d'une info précise et structurée? Je partage le sentiment de ma consoeur, c'est de bien revenir quand même aux fondamentaux. C'est que l'information, aujourd'hui, tout le monde pense qu'elle est gratuite, mais il faut bien que quelqu'un la finance à un moment. L'information n'est pas gratuite, il faut à un moment qu'on ait des revenus pour le faire. Alors, pour répondre à votre question, au Figaro, par exemple, on a créé une newsroom il y a 6 ans. C'est très difficile de travailler avec les natives, une génération qui ne pense que information très, très brutale, très directe, et une autre génération qui est plutôt de la mienne, les newsosaures, tels que je les appelle, qui prennent un tout petit peu de recul. Et quand, en effet, je dirige une tranche d'information qui secoue un peu, et j'ai vécu malheureusement le 13 novembre, le 14 juillet ou le lendemain, le coup d'État en Turquie, les réseaux sociaux sont notre première source d'information. Les réseaux sociaux sont partout, tout le temps, puisque là, ici, toutes les personnes qui sont là peuvent transmettre l'information à n'importe quel moment. Il faut bien imaginer que quand on parle d'évolution, ça devient démentiel. Aujourd'hui, 80% des journaux américains ont soutenu Hillary Clinton. Donald Trump a été élu parce qu'il a été leader numéro 1 sur les réseaux sociaux. Facebook, et on est en train d'avoir des papiers qui sont en train d'émerger. Facebook, même Mark Zuckerberg a dit qu'il fallait quand même y apporter une attention toute particulière. Aujourd'hui, un lecteur sur Facebook de la jeune génération n'arrive pas à faire la différence entre un article sponsorisé, c'est-à-dire par un annonceur, et un article fait par un journaliste. Donc il n'arrive plus à voir la différence du vrai du faux. 60% des papiers qui ont parlé de Donald Trump étaient des papiers qui étaient faits par des agences spécialisées pour dire n'importe quoi et n'a jamais été autant relayé. Donc en ce qui nous concerne, quand une information tombe par exemple, je vais vous parler parce que ça c'est physiquement, quand on le vit ça fait un drôle d'effet. Évidemment le 13 novembre au soir à 21h20 exactement, il y avait un match de foot au Stade de France. Et ce jour-là, on a bien évidemment des correspondants, des journalistes qui sont dans le stade. Et à 21h20, il y en a un des journalistes qui m'a appelé en me disant « C'est étonnant, on vient d'entendre une détonation assez forte derrière nous et eux sont en tribune de presse. » Donc à ce moment-là, on essaie, nous, de savoir ce qui est en train de se passer. Simultanément, on demande à un de nos journalistes de regarder la tribune présidentielle et on s'aperçoit qu'on évacue le président de la République.
ça n'arrive jamais. Si on commence à évacuer le président de la République, c'est qu'il y a un vrai problème. Et à ce moment-là, personne ne le sait. 3 minutes plus tard, sur un autre, parce que dans la rédaction, j'ai pas mal de gens qui travaillent avec moi, et on a ce qu'on appelle des tweet decks, c'est-à-dire des gens qui suivent ce qui se passe sur Twitter. Et à ce moment-là, il y a plusieurs tweets qui nous indiquent des explosions dans Paris ou des rafales d'explosions dans Paris. Et ce qui est très étonnant, et c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention, c'est qu'à Paris, il y a la rue Charonne, il y a la rue Charon, il y a la rue Pierre-Charon, et tous les noms commencent à se mélanger. C'est-à-dire qu'instantanément, on est sur plusieurs zones à la fois sans savoir ce qui se passe. Donc nous avons décidé d'envoyer quelqu'un immédiatement sur le terrain pour voir circuler dans ces avenues-là. Et le hasard de la vie a voulu que la chaîne de télévision BFM TV fasse ce jour-là un reportage avec les pompiers de Paris. C'est le hasard. Et les pompiers de Paris, à ce moment-là, reçoivent un appel en disant « Il y a quelque chose dans la salle de spectacle du Bataclan ». C'est pour ça qu'eux sont les premiers à ce moment-là sur zone, parce qu'ils étaient en train de faire autre chose. Et donc, on a eu l'information officielle en 6 minutes de ce qui se passait sur zone. Mais ce que nous avons vécu cette nuit-là est assez important parce que même des journaux étrangers, et nous l'avons vécu, en moins d'un quart d'heure, il y avait des corps qui jonchaient les Champs-Élysées, des morts sous la Tour Eiffel, ce qui était totalement faux. Les réseaux sociaux s'étaient emparés de quelque chose, chacun voyait ce qu'il avait envie de voir. Il fallait impérativement qu'un média ou que des médias comme les nôtres puissent relativiser et puissent donner une information juste. Ce qui fait qu'on s'aperçoit que de plus en plus, le fait que la gratuité, le fait que tout le monde puisse communiquer, mais quand il y a un grand événement, quand il y a quelque chose d'important, les gens mécaniquement reviennent vers les marques. Parce qu'ils ont confiance quand même en la vérité de ce qui est transcrit, même si il y a quand même une crise de l'information. Et le lendemain, alors, je donne juste l'autre exemple, parce que là, le Figaro, nous avons été les premiers ce jour-là à transmettre l'information. Le 14 juillet au soir, l'attentat de Nice, à Cannes, pardon, c'est quelque chose de dramatique, mais la manière dont ça se passe est exactement la même chose. Il est 23h. Aux alentours de 23h, quand sur ma tweet deck apparaît, des gens courent dans les rues. Et spontanément, alors que c'est extrêmement calme ce qui se passe ce soir-là, je me dis, tiens, c'est étonnant, c'est comme à Pampelune, ils font des courses dans les rues. C'est tout ce à quoi je pense à cet instant-là. Puis un deuxième tweet nous indique qu'il y a quelque chose de pas normal puisqu'il y a des coups de feu. Là, j'ai demandé à quelqu'un de mon équipe d'appeler au hasard, dans cette rue-là, tous les numéros de téléphone jusqu'à ce que quelqu'un réponde. Donc quand on dit l'information, c'est un métier parce qu'il faut aller très très vite, notre temps de réaction est la minute. Nous sommes tombés sur une dame qui était en pleurs et qui nous a décrit la situation qui était en bas de chez elle. Personne ne savait ce qui se passait. Donc elle nous a décrit une situation qui était catastrophique avec des corps en effet qui jonchaient la rue. Simultanément, nous avons fait appeler Éric Ciotti et le maire de la ville qui, eux, nous ont confirmé dans la minute qu'il se passait quelque chose de très grave, même sans savoir ce qui se passait. C'est pour ça que nous pouvions, nous, officiellement, écrire en moins de 4 minutes qu'il y avait un attentat dans cette ville. Nous ne nous serions jamais basés sur juste ce que disait Twitter ou ce que disait Facebook. Et c'est pour ça qu'il est indécent de donner les chiffres sur des événements pareils, mais on s'aperçoit que quand il y a un événement extrêmement grave, les gens reviennent vers des sites d'information parce qu'à ce moment-là, on a plus de justesse. Et même si on a le nom des terroristes, jamais nous ne donnerons les noms des terroristes. Ça, c'est une règle que nous nous sommes fixées, tant que nous ne sommes pas d'accord avec les services de police pour éviter qu'il y ait des choses trop importantes qui soient données. Mais en tout cas, ces deux exemples prouvent finalement que les réseaux sociaux, s'ils peuvent être plus forts que les journaux en termes d'instantanéité de l'information, parce que vous avez été finalement... C'est grâce à un tweet que vous avez su qu'il se passait quelque chose à Nice, mais ne peuvent pas apporter par contre cette précision que peut apporter un journaliste dépêché sur le terrain ou qui passe plusieurs coups de fil pour s'assurer de certaines choses. Donc, c'est exactement ça, c'est que l'information, on l'a parce qu'elle existe, elle nous remonte instantanément. Par contre, on a la puissance de contacter des personnes qui vont nous confirmer cette information,
qui vont nous dire et pouvoir essayer de commencer un décryptage de quelque chose. Est-ce qu'on peut dire que l'avenir sera justement, parce que le thème de notre conférence c'est The Print Media, The Decline or a Rebirth. Est-ce qu'on peut dire que la renaissance quelque part de la presse écrite se fera à travers un partenariat entre guillemets entre les réseaux sociaux et les équipes, les journaux, c'est-à-dire que pouvoir mélanger à la fois instantanéité extrême et en même temps travail d'investigation en aval. On ne peut pas faire de l'investigation et du travail en instantané. C'est tout le Non, travail qu'on est en train d'essayer de faire dans les newsrooms, de travailler sur des temporalités différentes, de donner l'information en temps réel, mais les gens l'ont l'information en temps réel, mais de continuer à essayer d'avoir des annonceurs qui viennent vers nous parce que dépêcher des gens, où que ce soit dans le monde, des grands reporters, ça coûte de l'argent. Voilà, l'information n'est pas gratuite, contrairement à ce que les gens pensent sans arrêt. D'accord, merci Frédéric. Brian, can I ask you about the blogs? Because we've just discussed now with Frédéric about the limits of social networks and transmitting information or precise information. You founded your own blog in 1998, and you told me that it only generates $1,500 per year of revenues, right, from sales that are done through the blog. So can you tell us more about your blog, but also about the financial situation of blogs and the economic model? How do they survive? Well, I think they survive really because I think the audience is not hearing you very well. I'm sorry, Brian, but can you just is that get the... Yeah, I think now it's better. Is that better? Oh yes, yeah. I think it's a question of people wanting to write about things, and this. It was interesting listening to this discussion about sort of instant news because my feeling is that if you want instant news, then you're much better looking on Twitter than newspaper websites, and that newspapers do have resources which could be used to explore the news in more depth. And in Scandinavia, for example, there's some newspapers which have introduced this concept of slow news, where you're not in a hurry to report things, but you actually try to explain to readers what's going on in some sort of depth, and that gives an added value to what you're saying. Now, relating this to the blog, I write about things that I feel are perhaps neglected to some extent by the mainstream media, or where I feel that they've been misunderstood, or because I feel I have something particular that I want to say about them. What I think, there are quite a lot of other websites which are doing similar sort of things. I mean, like, Bellingcat is one example. I don't know if people know about that. That's a website which specializes in analyzing videos posted on the internet and that sort of thing. And they've done some very useful work on the airline that was shot down over the Ukraine, and investigations into some of the bombings in Syria and so on. So what I think we should have alongside sort of newspaper websites and things is a number of kind of niche websites. Mine is one of them, but there are all sorts of other possibilities there. I don't think they're actually going to be commercial in any sort of sense, and that if you want to write about some particular subject, then you're going to probably have some other job to provide you with a living, and you'll be doing this in your spare time. And I think that's happening in a lot of areas of journalism at the moment, where people who want to write articles can't actually find anybody to pay for them. But do you think eventually blogs will face the same fate as print, the classical print media, or not?
Well, it's not really a commercial activity. You know, it brings in a bit of money to sort of cover its running costs plus a little bit, but it's not obviously not being run as a business. There are other websites which are getting funding from organisations as well. Bellingcat is one of those, so they have a sort of different financial model. But I think it depends on people wanting to do particular things. You know, somebody who has a website which is devoted entirely to soccer in the Middle East and the politics of it, and so you get fairly specialised things like that, where people write about these things because they're interested in them, because they want them, and there will probably be people somewhere in the world looking to read about them. Okay, thank you. Ramzi Al-Hafiz, my last question for you before giving the floor to the audience. How do you explain that some countries, like India, for example, are experiencing or witnessing a very strong growth in the sales of newspapers and magazines without necessarily going through this digital transformation or mutation? Do you have an explanation for that? India? Yes. I publish a magazine called Lebanon Opportunity. Yeah, but we were talking about magazine worldwide, and India is one example among others Okay, of emerging countries. I'll where attempt to answer, but this is a surprise question. it's a 50% chance of being right. I will actually ask it for the other panelists. Yeah, there are about 1.3 or 1.4 billion people in India. And when you have such a big market, you can always carve a niche in that market that no matter how small it is, you know, it's probably several times the size of our entire market here in Lebanon. A niche market in India is 10 million people maybe, or 15 million people. So my best guess is when you have such a big market, no matter what you do, you're always going to find a critical mass that can support whatever you're doing. But India also is a very advanced country in terms of know-how and in programming and in the digital and in all that ecosystem. So it's also a good fertile ground for to which extent can we say web-based. that the press, the media sector in a country and its development, its survival depends on the economic and political dynamic in a specific country? Well, there are two different things. The main challenge in Lebanon for any business, not just in the media, is that the market is very small, and it's very hard to find a critical mass that can bring you up to a break-even point. So if you're selling orange juice, or you're in the media, or you have any service business, manufacturing, even agriculture, the economies of scale very often are not there to justify your activity. And if you're not export-oriented, for many businesses in Lebanon, you go out of business. The media is the same thing. I mean, let's imagine that somebody wants to do a tennis magazine in Lebanon. It will die. Let's suppose that you want to do even a kitchen magazine in Lebanon. It will die because the market is very small. While if you want to do a tennis magazine in the United States or India, you'll find 5 or 6 or 7 magazines competing over that very vertical sector. The political side
there is a very big competition between the press and the web and the social media and the TV, etc. It's a much bigger field. And in Lebanon also, the small market makes it very, very tough competition. Okay, thank you. Maybe we're gonna keep the floor for some questions from the audience. If you can get the microphone. Yes? Hello, hi. My name is Talar. Thank you all for your wonderful answers and for the conversation. I have two questions, actually, one for Ms. Twainey and one for Mr. Whitaker. Ms. Twainey, as someone who runs your own newspaper, and in Lebanon, as we know, that all newspapers usually have a political background to it, how do you avoid having, with your writers and yourself, a bias when you write or report the news? And Mr. Whitaker, as someone who is foreign and did cover the Middle East, we see a very large influx of expats coming here and reporting on the issues and being journalists. And as someone who has studied abroad in London, I understand that they have a very different perspective on how things are here versus how we see things. Do you think there's a difference in how local people report the news here in the Middle East and how expats report the news? Thank you. First, we try to be as much as we can objective, and we cover the news of all the parties, all the politicians, all the leaders. But at the same time, we can't forget that we have our own point of view, and that also like I was saying before, that we pay we have 2 martyrs in the newspaper, and we have our beliefs, and we have to defend our country and our beliefs, because we have a martyr. We cannot forget that Gibran Twaini was killed because he was trying to write and to defend his country and the independence and the freedom of his country. But at the same time, we're objective. Yeah, I think that one of the part of your question is who are people writing for? And so a lot of the foreign journalists are writing for a foreign audience. You see quite a lot of that in the New York Times, where they kind of explain that, throwing shoes in Iraq is a traditional Arab insult, and rather sort of patronizing sort of explanations of sort of cultural things. So there is the question of audience. There's also, I think, a question of what you're able to do. And I think quite a lot of journalists in the Middle East are facing certain kinds of restrictions which may not apply to journalists from abroad. Personally, I kind of picture my audience as being largely educated people in the Middle East, plus people in the West who are interested in the region, possibly for professional or academic reasons. Any other question in the audience? Yes? بحب أسأل السيدة تويني، حكيتي عن 2 generations بقلب صحيفة النهار. في شيء مثلا نحن هلا عم نسمع كمان نقابة الصحافة والمحررين كتير خايفة على مصير هالإعلاميين مع خبر إقفال كذا صحيفة. في شيء سيناريو معين لإخراطهم بالموديل الجديد اللي بدكم تعملوه؟ شو مصير هالجورناليست؟ كنت عم بقول إنه صار لها ورشة 3 سنين أو 4 سنين عم نشتغل على هالموضوع، والصحفيين يلي انخرطوا هو مش جنريشن، يعني مش يعني العمر بس، لأنه بعض الأحيان بتشوفي إنه في أشخاص عمرهم 80 سنة وانخرطوا بالأونلاين، وانخرطوا عندهم بلوجز وعم بيكتبوا على فيسبوك وعم بيكتبوا أكثر من يمكن بعض الناس اللي عمرهم 35 و40 سنة. هي واحد إذا قابل
انه ينخرط ويبلش يشتغل ويكون عم بيتعاون مع هالمؤسسه الاعلاميه، او يكون هو عم يقسم بين الورق وبين الاونلاين. اليوم ما بقى في هذا الشيء، مش قادرين نحن نتقبله بقى، تنقدر نخلص الصحافه اللبنانيه، نخلص النهار ونخلص هالمؤسسه اللي هي النهار، ما نكون كلنا عم نتعاون. بس اكيد انه اليوم النقابه عندها مخاوف، بس لأنا في طمنه انه النهار ما رح تاكل حق حدا، ما بحياتها اكلت حق حدا وما رح تاكل حق حدا، وحق كل مؤسسه ان كان اعلاميه او غير اعلاميه، انه اليوم الواحد بهيك وضع يكون عم بيواجه، يعترف انه في خساره ويعترف انه مضطر يكون عم بيعمل كات كوست تيقدر يخلص ويكون عم بيشتغل على المعايير اللي نحن قاشعينها هي المعايير الصحيحه. One last question. Bonjour, une question pour Monsieur Picard, s'il vous plaît. Vous avez mentionné plusieurs fois les informations erronées qui sont partagées sur les réseaux sociaux comme Facebook. Et la presse traditionnelle s'est fait un grand plaisir durant les dernières semaines de critiquer le fait qu'il y ait beaucoup de malinformation, comme vous avez mentionné les articles les plus partagés de la droite radicale américaine. Ma question pour vous, c'est qu'est-ce que serait un modèle plus juste et est-ce que ce ne serait pas plus dangereux que les réseaux sociaux agissent avec une ligne éditoriale comme les journaux traditionnels le font, considérant le fait que ce sont des agrégateurs d'informations et des billets d'informations et des médias, pas nécessairement des institutions avec des lignes éditoriales. Merci. En fait, dans votre question, il y a deux questions. La première, c'est que les journaux américains, en l'occurrence, ont fait leur propre mea culpa en disant on s'est trompé. On s'est trompé quand on a étudié des sondages qui n'étaient pas la réalité de ce qui se passait aux États-Unis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce qui se passe sur Facebook, il y a deux éléments sur Facebook. C'est à titre personnel, beaucoup de gens communiquent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le générateur qu'ils ont mis en place fait que des gens très malins se sont dit plus je vais faire de clics, plus je vais me retourner vers Facebook pour gagner de l'argent. Et plus on met de sujets, par exemple, avec des petits chats, plus les gens cliquent. Et donc on dit, à ce moment-là, je peux gagner de l'argent. Et comme il y avait une population, il y avait une forte demande pour raconter n'importe quoi sur des mots extrêmement clés, hein, clairs et clés, Trump, etc., tout ce qu'on pouvait faire autour de Trump, c'était du bonus pour ceux qui l'ont créé. Maintenant, dire qu'au sein même de gens qui se sentent très libres les uns les autres, on pourrait créer un code, ça, je pense qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade-là d'exigence. C'est absolument pas possible. Les gens communiquent, ils disent ce qu'ils voient, et tout est une question de perspectivisme. Dans cette salle, vous voyez quelque chose, moi je vois bien autre chose de ce que vous voyez. Besoin du... Can we have please the micro? صوتك عالي وصوتك بيوصل. بدي اسال استاذ رمزي، هو الوحيد يلي بعده لهلا بيقول في استمراريه للصحافه المكتوبه لكل شيء سوبر ورقي، بعد لهلا ما قنعني، ما بعرف اذا رح يقنع الباقيين، ليه شو التيست تبعيتك يلي بتقول انه الصحافه الورقيه بعد عندها استمراريه بالرغم من انه اصحاب الصحافه الورقيه عارفين انه عم بيواجهوا معضله بالمرحله الحاليه. أنا ما قلت إنه ما جبت سيرة الصحافة الورقية. ما جبت سيرة، ما قلت إنه بالعادة مثل ما قال زميلنا إنه ما بحياتها اجى نوع من الصحافة ولغى النوع اللي اجى قبله. يعني الجريدة ما لغت الكتاب، والراديو ما لغى الجريدة، والسينما ما لغت الراديو، والتلفزيون ما لغى السينما، والدي في دي ما لغى التلفزيون، والى اخره. يعني كل نوع ميديا عم يجي ما عم يلغي الشيء اللي اجى قبله. هلا الصحافه المكتوبه نوع معين من الصحافه. في كثير مؤسسات صحفيه بالعالم عندها مشاكل، جزء منها لانه عم تواجه تكنولوجيا جديده، جزء منها هي عندها مشاكل قبل الانترنت، لانه مؤسسات بتكون عريقه وعندها ارتباطات، عم نحكي بالعالم
نقابات عماليه وعندها مطابع قديمه او لانه عندها ليجاسي بالمانجمنت سيستم تبعها والى اخره. واجت قصه الانترنت هيدي كانت اخر دفشه. بس عم نلاقي بكل العالم في صحافه جديده عم تطلع ورقيه. انا ما عم دافع عن الورقيه، بس انه اليوم كل هيدي الفري نيوز بيبر اللي بتلاقيها باوروبا وبامريكا، هودي كلهم جرايد جديده طلعت وجرايد ناجحه. الكتاب يعني سيبور كلاسيك اكثر من هيك ما في كتاب. طيب يعني بعده الناس بعدها في كثير انواع جديده من الكتب عم تطلع وشباب عم يشتروها وعم يقروها. الشيء اللي عمله الانترنت انه زاد عدد الناس يلي بيقروا، وسمح لكثير ناس ينموا اهتمامات لانه طلعت قدامهم اللي يمكن ما كانوا اهتموا فيها قبل الانترنت. وكل ما واحد زيد اهتماماته وسعيه ليقرا عنها ويعرف عنها اكثر، كل ما معناتها زاد العدد تبع القراء اجمالا. هلا الصحافه المكتوبه رح تخسر نسبيا بالبرسنتج يعني، ولكن بالعدد طالما عدد الناس عم يزيد بهالدنيا عدد القراء رح يزيدوا. Juste une dernière question pour clore avant de clore le panel, qui est adressé à Frédéric et à Neila. J'aimerais juste qu'on termine sur ça, parce qu'on l'a vu dans le passage du documentaire qu'on a visionné. Le kiosquier disait à la fin, il y a 20 ans ou 30 ans, acheter Libération, c'était un acte militant. Acheter le Nahar, dans les années 90 et 2000, c'était également un acte militant à l'époque où le Liban était encore sous tutelle syrienne notamment. Alors donc, j'aimerais vous poser cette question. Dans quelle mesure aujourd'hui l'absence de grands débats idéologiques ou de situations d'occupation ont aussi affecté quelque part la situation de la presse écrite en France comme au Liban? Neila, si tu veux commencer. Tout affecte, mais aujourd'hui aussi, comme M. Frédéric avait dit avant, que aussi on doit militer pour avoir la bonne nouvelle, la vraie nouvelle. Et c'est pour cela que c'est vrai, nous ne sommes pas contre Twitter et Facebook et les infos qu'ils nous donnent, mais les gens doivent encourager le journalisme et les journaux, bon, je ne vais pas dire les journaux en tant que journalistes et websites avec sources, pour qu'on puisse tout le temps leur donner la vraie nouvelle, et pour pouvoir donner plus de reportages, plus d'informations, de vraies informations. Donc c'est un travail et il faut encourager ces journalistes pour pouvoir continuer. Mais est-ce que tu sens que le fait qu'au Liban, il y a un petit recul quelque part au niveau intellectuel, des grands débats politiques, justement des pros et des anti, par exemple, présence syrienne à l'époque où le Liban était sous tutelle, est-ce que ça a affecté, à ton avis, dans une certaine mesure, les ventes ou pas vraiment? Il y a encore beaucoup de travail au Liban. On a changé notre pays, à aider notre pays à progresser. Il y a beaucoup de problèmes sociaux, beaucoup de problèmes politiques. Il y a les jeunes qui doivent faire une révolution pour pouvoir faire un nouveau Liban dont on rêve, pour pouvoir faire un changement et une révolution. Tous doivent se libérer, et nous, en tant que journalistes, on est prêts à les aider, à tendre notre main pour pouvoir faire ce changement, non seulement applaudir à nos politiciens, mais au contraire avoir le courage de les critiquer positivement et qu'eux acceptent pour pouvoir changer. Merci Neila. بعتذر انه تعدينا الوقت المخصص لهالجلسه، نحن مضطرين نكمل